Déjà, bonjour, merci à tous ceux qui nous ont rejoints, merci de votre confiance. On a eu beaucoup d'inscrits à ce webinaire, c'est un petit peu normal parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti de ressources aussi générales et spécifiques pour la maternelle. Euh, donc, je vais tenir quelques petits propos généraux concernant le déroulement de ce webinaire. Le principe, c'est de faire intervenir quelqu'un du terrain. Donc, ça sera Laurence Ben Saïd qui se présentera tout à l'heure. Et puis, quelqu'un plutôt de notre équipe, de l'équipe de la Fondation La Main à la Pâte, qui présente en général une ressource. Et en l'occurrence, moi, je vous présenterai un tutoriel qui vient de sortir, dont on reparlera tout à l'heure. Je voulais aussi vous dire qu'on a préparé avec deux autres personnes, déjà avec Marie-Lise Roux, qui a allumé sa caméra et qui peut se présenter, si tu veux, Marie-Lise. Oui, bonjour. Voilà, je suis Marie-Lise Roux. Je suis retraitée depuis un petit moment et j'ai été enseignante, évidemment, directrice d'école maternelle à la fin de ma carrière. J'ai eu beaucoup de stagiaires aussi. J'ai fait pas mal de formations avec conseillère pédagogique. Je participe aussi aux travaux de la main à la pâte et je suis adhérente à l'AJM Gironde. Voilà. Voilà, la transition toute trouvée avec l'AGM, parce que je voulais remercier évidemment l'Association générale des enseignants des écoles maternelles pour nous avoir soutenus, pour nous soutenir vis-à-vis de ce webinaire. Il y aura même une suite à ce webinaire et d'avoir diffusé largement la proposition de ce webinaire. Donc, Maryse, si tu peux te présenter, si tu veux dire deux mots à ce sujet-là. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci infiniment, Frédéric, voilà, pour cette co-construction dans ce partage de webinaires autour des sciences. Un sujet, effectivement, qui nous intéresse fortement, nous, à l'association. Et je suis ravie, Marie-Lise, de savoir que vous êtes adhérente à la GEEM, Marie-Lise, hein. Oui, Voilà. désolée. Je suis allée un Euh, peu. Ravi en tout cas d'accueillir aussi tous les adhérents qui sont derrière leur écran. Pour nous, une thématique importante puisqu'il s'agit aussi d'aborder l'EDD dans le cadre de notre congrès annuel qui aura lieu du 2 au 5 juillet à Colmar. Et c'était l'occasion d'avoir un partenariat avec la main à la pâte qui va se poursuivre puisque aujourd'hui nous sommes en conseil d'administration et réunis avec plusieurs membres du conseil délégués académiques, pardon. Et nous allons poursuivre ce travail dans la région Grand Est. Donc, je fais un petit coucou à Brigitte Courbet-Manet, qui, je crois, est derrière son écran aussi, puisqu'elle va être la cheville ouvrière pour la suite, en tout cas, dans ce qu'on va mener ensemble. Donc, belle intervention à vous tous et à nous tous. Oui, et d'ailleurs, il y a une collègue qui m'a écrit pour signaler qu'il va y avoir des demi-journées qui vont être consacrées à la formation des profs de maternelle à l'enseignement des sciences sur le territoire Grand Est et que chaque région aura sa formation. Ok, merci à vous pour les présentations. Je voulais préciser qu'on parle d'enseignement des sciences à l'école maternelle et évidemment, ça a à voir avec deux grands domaines euh, que vous pratiquez avec vos élèves, qui sont explorer le monde du vivant, des objets de la matière, mais également se repérer dans le temps et l'espace. Donc, quand on parle d'enseignement des sciences, évidemment, on sera constamment en référence essentiellement à ces deux domaines. Et évidemment, on parlera également du lien avec le langage, le lexique. Pour revenir au déroulement de ce séminaire, on aura dans une première partie le témoignage de Laurence. Ensuite, je vous présenterai le tutoriel sur la plateforme LAMAP. Et puis, on répondra à vos questions, voilà, sous forme d'un échange, sachant que je remercie d'ores et déjà Fatima Ramoun et puis Pauline Bach qui sont en back-office pour nous aider à faire remonter les questions. Et puis je remercie aussi Alba pour avoir organisé le séminaire de manière très pratique. Voilà, donc passons au témoignage de Laurence. Et ben, Laurence, je vais déjà te demander de te présenter. Bonjour tout le monde, voilà, je m'appelle Laurence Ben Saïd, je suis enseignante depuis 1995 à Paris.
j'ai commencé euh, à être enseignante après avoir fait des études de communication et un bac, je n'ai pas du tout une formation scientifique, j'ai fait un bac économique. Et donc, je suis partie dans l'enseignement un peu par hasard, voilà. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup. Donc, j'ai commencé en élémentaire et je suis restée en fait assez peu de temps et je suis allée rapidement en maternelle où je suis restée un peu moins de 20 ans. Donc là, actuellement, j'ai une classe de CP, CE1 à Paris dans le 18e et je suis dans un quartier défavorisé, un quartier en REP, et je fais des sciences depuis que j'ai commencé en fait. Au départ, comme j'ai pas de formation scientifique, j'ai fait des sciences comme je pouvais. Je savais pas trop, je faisais des gâteaux, comme j'étais en maternelle, je faisais des gâteaux, je faisais des pliages, des origamis, sans trop, en me disant, bah, je fais des sciences, au moins, ça me fait faire des sciences, mais Qu'est-ce qui je t'a poussé connaissais. justement, Laurence? C'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des sciences? Pourquoi tu t'es dit, bah, je vais plutôt vers ce type d'activité que d'autres? Parce que c'était très facile à organiser pour moi. J'ai trouvé que on trouvait facilement des informations, des livres sur des pliages. On pouvait facilement, à partir des livres, faire des choses. Mais je ne structurais pas tellement. J'essayais d'apporter du vocabulaire aux élèves, d'apporter des connaissances scientifiques sur les animaux, d'apporter d'apprendre à lire une fiche technique pour plier, pour faire un pliage, mais sans plus que ça. Et je me suis inscrite une fois, une formation au moment de Noël pour apprendre à faire des pliages. J'aimais beaucoup le papier et apprendre à faire des pliages grâce à une personne de la main à la pâte. Et du coup, suite à ça, j'ai eu des, des fiches techniques que j'ai suivies. Ça me permettait de me rassurer, d'avoir une base de réflexion et de travailler ça avec les élèves. Et Donc, puis, dans ce cadre-là, Laurence, c'était plutôt des fiches techniques pour fabriquer des objets, donc plutôt le voilà, côté, OK, c'était des fiches objet. techniques pour fabriquer des cartes en relief pour la nouvelle année. Des cartes, on disait que c'était des cartes pop-up. Et comme j'ai une collection de livres pop-up chez moi, ça allait tout à fait de pair avec la formation que j'avais eue à l'époque. Donc, ces fiches techniques étaient très cadrantes en fait. Ça me permettait de savoir où j'allais. Je travaillais le vocabulaire, les outils parce que il fallait un plioir. Donc, j'avais commencé à introduire le vocabulaire avec les élèves. Donc, ça, c'était important. J'avais commencé comme ça. Et puis, j'ai ensuite continué mes formations en prenant une personne, en m'inscrivant à un parcours pour avoir une personne qui venait dans l'école, un étudiant de la STEP. Donc, ces étudiants-là m'ont aidé à structurer. J'ai découvert la, la démarche scientifique de la main à la pâte de cette façon-là, Donc là, avec les, tu as fait appel, à la, effectivement, anciennement, ça s'appelait la STEP et maintenant, ça s'appelle partenaire scientifique pour la classe. Donc, voilà. je précise pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce dispositif, il s'agit de la possibilité de faire venir un étudiant ou un scientifique. En général, c'est des étudiants qui sont en cycle universitaire dans des écoles d'ingénieurs et qui viennent pour une période aider un professeur des écoles dans sa classe à mener des séances de sciences, enfin même toute une séquence en général, Mm. plusieurs séances. Oui, Ça, c'était toute une séquence sur l'air. Par exemple, j'avais commencé à travailler sur l'air avec une dame à la retraite. C'était une scientifique à la retraite qui était venue dans ma classe et qui m'avait aidé à structurer complètement. Je ne savais pas faire des séances sur
plusieurs séances en fait. Et grâce à ça, j'ai appris à le faire en étant guidée très précisément sur, par exemple, ça se passait sur 3 ou 4 séances et j'étais guidée sur ces 3 ou 4 séances à monter complètement le projet. Et c'est vrai que souvent, ce qui manque à l'école, c'est du temps pour préparer les séances. Si ça dépendait des séances, mais certaines demandent du temps de préparation et avec ce protocole, c'était très agréable parce que du coup, on était deux à préparer, à penser, à être guidés et ça, j'ai eu besoin de ça au départ et ça, et depuis maintenant, j'en ai plus besoin, mais ça m'a permis de m'aider à me lancer dans les sciences. D'accord. Donc, ce que j'entends là dans ton témoignage, c'est deux choses importantes. Le coup de pouce, d'accord, Oui, une aide extérieure par un dispositif. Voilà, ça pourrait être tu as aussi parlé de formation, donc ça, c'est oui, intéressant. Et puis, le côté, je travaille avec quelqu'un de mon école ou oui. quelqu'un En d'extérieur fait, à qui me l'époque, il n'y rassure. avait pas Internet à ce point. Et du coup, je ne pouvais pas aller chercher comme là maintenant, si j'ai besoin d'apprendre à faire des séances, je sais où les trouver sur le site. Mm. Je peux parler avec mes collègues, mais au départ, quand j'ai commencé, c'était pas si facile de trouver toutes ces infos-là. Et, euh, et les formations m'ont aidé aussi à le faire. Et le travail, des fois, avec une collègue dans l'école aussi, ce travail-là m'a permis d'aider à structurer un peu mieux mes séances de sciences. Donc, D'accord. Ce que tu dis fait écho à deux questions que je voulais te poser. Donc, qui concerne l'évolution de ta pratique dans le temps, mais tu l'as déjà évoqué en fait. hmm, Et puis, une question qui est un peu prégnante, parce que dans les programmes au cycle 2 et 3, en référence à l'enseignement des sciences, on parle de démarche d'investigation ou de hmm. démarche scientifique. Ça dépend si on se situe au cycle 2 ou au cycle 3. Et ma question était la suivante. L'approche est-elle différente en maternelle selon l'âge des élèves, de la petite section à la grande section? Parce que je sais que toi, tu as enseigné dans des classes multiniveaux, donc tu as Oui, fréquenté tous ces niveaux. oui. Moi, je suis en fait dans une école avec un projet un peu particulier où on défend l'entrée, le multiniveau. Donc, en maternelle, j'ai toujours eu petit, moyen et grand dans la même classe. Donc, j'étais dans cette structure-là. Et, et du coup, oh, j'ai oublié ta question, j'étais C'est en pas train grave, de... c'est pas grave, je vais la Je suis reformuler. désolée, si tu Euh, veux bien la euh, répéter. Oui, bien sûr. Je suis désolée. En cycle 2 et 3, on parle de démarche d'investigation, de Oui, démarche scientifique. Est-ce que l'approche est différente lorsqu'on parle d'enseignement des sciences ou des deux domaines qu'on a évoqués, évidemment, oui. avec les élèves de maternelle? Avec les élèves de maternelle, ils ont énormément besoin de manipuler. Et du coup, je faisais beaucoup plus ils étaient en recherche. En fait, ils cherchaient, ils étaient constamment en recherche. J'avais régulièrement sur mes ateliers dans la classe dans la semaine, il y avait toujours un atelier en autonomie que peut-être maintenant j'appellerais coin science, euh, où les élèves étaient seuls à chercher à résoudre un problème. Ça partait d'une question et les élèves devaient résoudre la question en cherchant par eux-mêmes. Ils étaient deux, Est-ce, trois. est-ce que Laurence, tu aurais un exemple en tête un peu Oui, plus concret pour les oui, collègues? oui, tout à fait. Quand, par exemple, je suis partie des 3 petits cochons, de l'histoire des 3 petits cochons, et j'avais demandé aux élèves de construire un mur solide. Donc, ils avaient à leur disposition des petits morceaux de sucre. Il y a eu une fois où j'avais réussi à avoir des vraies briquettes, mais sinon, il y a eu d'autres années où je l'ai fait avec du sucre. Et avec du sucre, j'avais mis des éventails, j'avais mis des choses. Ils devaient essayer à partir de ces morceaux de sucre de construire un mur. Et imaginer que le loup arrive et souffle. Donc pour souffler plus fort, j'avais un éventail. J'avais même rapporté un sèche-cheveux une fois. Et
je faisais, pour être complètement en autonomie, dessiner. Et ensuite, au moment du regroupement, je faisais euh, euh, discuter les élèves, exprimer la démarche. En fait, elle était, euh, ils étaient au départ un peu en autonomie. Après, je reprenais tous ensemble une fois que mes 4 groupes étaient passés aux ateliers. Et, et du coup, la conclusion, elle était mise en commun à la fin du passage des trois groupes. J'avais eu ça, j'avais fait aussi. Je réponds juste à une petite question Oui, que je viens de voir passer, Laurence. Oui, plus tard, nous allons parler des coïncidences, nous allons reparler des coïncidences. Voilà, d'accord. c'est un message qui vient d'arriver, donc je réponds à un Ah, participe. d'accord. Ok. Et donc, j'avais fait aussi dessiner des animaux une fois. Et la question, c'était comment, et là, ça ne demandait pas beaucoup de préparation, comment faire tenir les animaux debout. Donc là, ils étaient aussi en autonomie, tout seuls à leur atelier, pour essayer de trouver comment faire tenir ces animaux debout. Donc voilà, j'avais fait ça. J'avais fait essayer d'attraper de l'air. Donc j'avais aussi, au début, j'avais pas mis de matériel. Je leur avais demandé ce que je devais sortir et en groupe au moment de présentation de mes ateliers. Et là, les enfants avaient demandé un sac. Avait demandé des boîtes, des choses comme ça. Et on avait fait tout un travail à partir de ces questions-là. Mais comparé au cycle 2 et cycle 3, je fais pas de rappel je faisais pas à l'époque de rappel à la démarche précise. Je les laissais en fait beaucoup manipuler, s'exprimer, rechercher. Ils Disons étaient, que, disons que ce que j'entends dans ton témoignage, tu me dis hein, si je oui, développe trop, non, mais parce je que t'en prie. c'est pas le but. Ce que j'entends dans ton témoignage, c'est que toi-même, tu structurais cette démarche avec différentes étapes Oui. que tu identifiais comme une démarche scientifique, par exemple se poser des questions, avoir du matériel, faire des essais, formuler Mm. des Des hyp- prédictions ou des Oui, des hypothèses. hypothèses. Voilà, chercher et conclure. Donc, c'est toi qui portais en charge le fait de scander et structurer cette démarche, Oui, mais peut-être que à ce moment-là, tu la mettais pas forcément en évidence ou tu te non, demandais pas aux élèves de la maîtriser ou de la comprendre. non, je pense que c'était pas l'objectif. Pour moi, c'était plus arriver à comprendre ce qui se passait, répondre à la question, essayer d'extraire des manipulations, des conclusions qu'après on allait retrouver dans les livres que j'avais rapportés de la bibliothèque. Mais, euh, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Là, en cycle 2, parce que maintenant je suis en cycle 2, j'insiste plus sur la démarche et sur des conclusions beaucoup plus précises, en fait. C'est encore dans la manipulation parce que mes élèves sont jeunes, mais j'essaye plus de rattacher ça aussi à la démarche parce qu'en fait, elle ressemble à la démarche pour apprendre à lire. Donc, on en revient au même. En fait, c'est la structuration d'un esprit qui, pour moi, devient importante maintenant, en plus de la manipulation. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. Euh, ce que je retiens, c'est que dans ton expérience avec les élèves de maternelle, finalement, tu allais assez loin dans la démarche scientifique puisque tu nous rapportes que tu utilisais des livres comme référence en Oui, termes de savoir et du coup, dans la démarche, on va dire, d'investigation, là, plutôt comme une pédagogie d'enseignement des sciences, on a ce moment où il faut avoir une référence au savoir établi. C'est-à-dire, est-ce que lorsque les élèves ont trouvé quelque chose, il faut que par une démarche scientifique, il faut qu'ils aillent le comparer au savoir établi pour voir, pour valider finalement ce qu'ils ont trouvé. Et si c'est pas le cas, ben, soit se reposer des questions ou trouver les failles dans leur raisonnement ou dans la mise en œuvre oui, des c'est différents protocoles.
Ça, oui, je suis d'accord avec toi. En fait, on peut très facilement passer sous le terme de jeu en faisant des sciences. Et le problème, et qui s'est passé là encore la semaine, enfin, en début de semaine là, quand j'ai installé un nouveau conscience, c'est que mes élèves ont pris ça comme un jeu, sans, sans investir scientifiquement l'endroit. Ils les manipulaient, ils touchaient, puis ils mettaient ça n'importe comment, ils repartaient, ils allaient faire autre chose sans, sans qu'il y ait... En fait, là euh, en cycle 2, le partir de la question, je me rends compte que c'est encore plus important, aussi important qu'en maternelle. Et la démarche, je vois peut-être que c'est des enfants qui n'ont pas eu ça en maternelle. Je pense que oui. C'est vrai que là, la démarche, elle est importante pour montrer que c'est un véritable apprentissage aux élèves. Parce que ça peut facilement passer sous quelque chose qui ressemble à un jeu. Quand il fallait attraper de l'air avec un sac, ou essayer d'être freiné. J'avais sorti un parapluie quand j'avais travaillé en maternelle avec l'air. C'est courir avec un parapluie. Les élèves, ils ont trouvé ça hyper drôle. Sans, si on ne fait pas le travail de remettre ça sous le terme de science, eh bien, les enfants ont l'impression juste un jeu qui est occupationnel. D'accord. Bah ça c'est intéressant parce qu'on y reviendra, et notamment dans les conclusions. La différence entre une activité qui ne comporte pas d'objectif identifié d'acquisition de notions scientifiques. Vous verrez au cours du webinaire ce qu'on entend par là, hein, toute raison gardée par rapport au niveau des élèves, et, euh, et des activités qui sont ciblées et qui sont construites pour permettre aux élèves progressivement d'acquérir des notions de sciences, sachant qu'ils vont, quand ils quittent l'école maternelle, ils vont en cycle 2 et ensuite en cycle 3 et au collège. Donc, c'est une construction qui est progressive, qui est un peu longue, mais l'enseignement des sciences peut évidemment très bien s'inscrire dans le cycle 1. J'ai deux petites questions encore à te poser, Laurence. Hmm. Frédéric, La première qui est, oui, il y a quelqu'un Frédéric, qui veut excuse-moi de intervenir? te couper, je suis vraiment navrée. J'ai juste une question de Fabrice, je me permets de vous appeler par votre prénom. Donc, je vais la lire. Donc, dans ce témoignage, sommes-nous dans une logique d'enquête, comme la pensée de oui? J'imagine que ça se prononce ainsi. Une logique d'enquête. D'enquête. Ah, la question sur c'est une question sur la pédagogie, c'est J'imagine. ça? Ouais. Mhm. Après, Fabrice, n'hésitez pas à, à expliciter votre question si je l'ai mal retranscrite. Ah, Est-ce que je réponds? bon. Oui, oui, tu peux, Laurence, Ah, vas-y. hop. Enquête dans le sens où il y a une énigme quelque part, comme une devinette. Je pense que les enfants sont capables de l'entendre comme une enquête. Après, enquête, ça fait jeu, donc du coup, c'est vrai que je ne sais pas si la personne pense à j'enquête, j'ai cherché des indices, je vais manipuler, je vais essayer. Peut-être que c'est ce qu'a pensé la personne. Mais les termes scientifiques, je pense qu'ils ont leur importance à ce moment-là. Et du coup, nous, on n'a jamais appelé ça enquête à l'école. Disons que les démarches scientifiques s'apparentent un petit peu à une enquête ou une Oui, investigation. C'est-à-dire qu'au tout à début, fait. on formule un problème ou on se heurte à un problème. Il y a une question qui émerge et derrière, on va essayer de trouver des méthodes qui sont scientifiques pour répondre à cette question qui est soulevée. Les réponses qui peuvent être apportées, c'est soit la mise en œuvre de protocoles expérimentaux, on fait une expérience Mm. avec un seul paramètre qui varie, soit des protocoles de modélisation, on modélise quelque chose, comme par exemple quand on étudie je ne sais pas, les lunaisons, on va prendre des boules pour modéliser cela. Soit on a des protocoles d'observation qui nous permettent de conclure, donc là on fait appel à ce vecteur-là. Soit on est plutôt dans une démarche technologique et là on est dans des modes d'aller-retour, d'essai-erreur pour construire par rapport à un cahier des charges un objet. Et des fois, on fait appel
à travers ces différents vecteurs de recherche. On fait appel aussi à la recherche documentaire qui peut aider à avancer, à valider des choses. Alors, j'ai vu passer des petits messages. Rassurez-vous, c'est pour ça que j'ai rappelé le principe de nos webinaires. Il y a toujours quelqu'un de terrain qui témoigne et ensuite on propose une ressource qui sera un tutoriel. Et à travers ce tutoriel, vous verrez qu'il y a beaucoup de ressources et de pistes qui vous sont proposées pour enseigner les sciences à l'école maternelle. C'est bien aussi le propos de ce webinaire. Peut-être la dernière question pour toi, Laurence, ça serait une question à deux niveaux. C'est qu'est-ce que enseigner les sciences selon les principes de la main à la pâte t'a apporté à toi en tant qu'enseignante? Hmm. Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça apporte selon toi aux élèves? Alors, pour moi, les principes de la main à la pâte m'ont aidé à, ils m'ont donné ce cadre qui me manquait au départ, m'ont aidé à structurer un peu plus la démarche, ont rendu un peu plus vivant mes séances de sciences. J'ai pu observer que les élèves s'en emparaient complètement. À chaque fois que je fais des sciences, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que les élèves rentrent dans l'activité. Euh, c'est des ressources, des personnes et des idées d'activités que j'ai pu retrouver là-bas. Et pour moi, le cadre, la démarche scientifique que j'ai pu apprendre grâce à la main à la pâte m'ont permis de me lancer en étant en pouvant observer à chaque fois que je restais dans ce cadre. Et du coup, je savais que je faisais une activité qui était structurée. Donc, ça m'a permis ça, en fait. Donc, après, pour les enfants, euh, j'ai pu observer une évolution. euh, je voulais vraiment partir d'eux, de la formation de leur esprit scientifique. Je voulais quand même que mes élèves deviennent des élèves qui aiment les maths, qui aiment la science. Donc, j'ai privilégié ça. J'essaye le plus possible d'interroger des filles aussi pour montrer que les filles sont tout à fait partantes et capables et tout. Mais c'est vrai que pour partir des idées des enfants, j'ai mis en place une boîte à questions. Je voulais que ça soit maintenant un peu plus proche de leurs envies à eux. Et du coup, j'ai mis en place cette boîte à questions qui me permet de partir de leurs idées à eux. Donc, grâce à, grâce à cette boîte à questions, maintenant, je suis encore un peu plus proche et ça me permet de rendre encore un peu plus vivant le travail que j'ai fait. Donc, voilà. Après, en effet, les personnes ressources, elles m'ont beaucoup apporté. Maintenant, sur le site, je vois si j'ai besoin d'une information, je le trouve facilement maintenant. Donc, Ok, ben merci beaucoup Laurence. Euh, euh, Vu les deux, trois questions que j'ai vues passer, je vais un petit peu inverser ce que j'avais prévu et je vais peut-être vous parler directement des coïncidences qui vous donnera des illustrations d'activités que vous pouvez mettre en œuvre avec les élèves et qui vous fera un petit peu mieux comprendre comment vous pouvez aborder ça en cycle 1. Et puis ensuite, je vous présenterai le tutoriel, notamment parce qu'il est important de faire une différence de compétences en termes de niveau. Et la petite section a vraiment une place particulière dans cet enseignement que je voudrais aborder avec vous. Donc, je vais reprendre la main au niveau du partage d'écran. Euh, voilà. Normalement, vous devriez voir à nouveau mon diaporama. C'est le Oui, cas? oui, c'est OK. le cas. Alors, donc là, je vais vous parler des coïncidences. Il y a un point que Laurence a évoqué, c'est le besoin fort des élèves d'éprouver les choses, notamment quand ils sont petits. Je pense que c'est une idée qu'on doit garder quel que soit l'âge des élèves, voire des adultes.
mais plus ils sont petits et plus ce besoin d'éprouver les choses, la matière, les objets est prégnante. Et il faut que vous gardiez à l'esprit euh, qu'ils ont besoin de se constituer un capital d'expérience sensible avant même de pouvoir raisonner sur les phénomènes qu'on voudrait leur faire étudier. Et ça, c'est primordial. Un exemple de conscience, on peut travailler par exemple sur les articulations du corps humain. Et là, la séquence, puisque c'est une séquence de plusieurs séances qui a été menée avec des élèves de grande section, concernait les articulations et elle part d'une question toute simple qui est quelles sont les parties du corps que tu peux plier. Donc vous voyez tout un tas de petits bonhommes avec des gommettes, ce sont les hypothèses des élèves. Les élèves ont émis des hypothèses grâce à cette silhouette et en positionnant des gommettes pour dire, moi, je pense qu'on peut plier cette partie, etc. Donc ça, c'est la base du début de la séquence avec une question et des hypothèses. Alors, quand on parle d'hypothèses, en général, on parle d'éléments de réponse. Je pense que, on peut dire cela parce que. Il y a un parce que qui est un parce que un peu théorique. En général, en maternelle, les élèves font plutôt des prédictions parce qu'ils n'ont pas encore les structures pour justifier leur réponse, mais ça se fait en cheminant et dès la grande section, on peut commencer à avoir des parce que. Donc ensuite, après ces hypothèses, bah, les élèves vont commencer à faire, à pratiquer des activités pour essayer de répondre aux hypothèses qu'ils ont émises. Et là, il y a des activités physiques, tout simplement, qui se font dans la salle commune avec des tapis. Ils commencent à bouger leur corps. Ils ont des consignes diverses et variées de leur enseignante. Et ça leur permet d'éprouver certaines de leurs hypothèses. Ensuite, ils participent à un atelier où on leur met des attelles aux endroits qu'ils pensaient pouvoir plier pour voir ce que ça fait. Est-ce qu'on peut toujours plier ou pas plier? Donc ça, c'est un autre atelier qui permet d'affiner leurs hypothèses. Et puis intervient le fameux coin science ou l'espace science, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, qui est instauré dans la classe où la prof propose des pantins articulés et les élèves vont devoir les dessiner sous différentes positions en continuant à poursuivre la question qu'ils se posaient, c'est-à-dire quelles sont les parties du corps qu'on peut plier. Et donc ce coin reste, comment dire, reste en place durant toute la séquence. Par exemple, si ça se passe sur quelques semaines, 3-4 semaines, et les élèves peuvent de façon libre venir faire ces dessins ou à certains moments de façon imposée pour qu'ils passent tous à cette activité. Là, vous les voyez, ils sont en groupe au coin science et chacun pratique ses observations grâce au pantin et surtout, ce qui est important, retranscrit ces observations par un dessin d'observation. Et puis ensuite, l'activité se structure. On commence à nommer les choses plus précisément, qui sont en lien avec les articulations, et voire même avec des grandes sections, à pouvoir travailler ce qui est le domaine de l'écrit, puisque la prof propose là de positionner les étiquettes qui correspondent aux articulations. Et ça se termine par des travaux qui peuvent être individuels, de structuration des connaissances apprises, comme vous voyez cet enfant qui est capable de dessiner et de relier les articulations aux bonnes étiquettes. Voilà un exemple d'intégration de conscience dans une séquence plus grande qui concerne les articulations du corps humain. Et voilà le conscience organisé avec ce travail final qui permet de structurer l'ensemble de ce que les élèves ont appris. Un autre exemple de conscience, qui est un élevage de coccinelles, et là, on va être dans l'utilisation d'un conscience qui va être plus pour susciter un questionnement en comparaison de ce qu'on a vu tout à l'heure au sujet des articulations, où le conscience intervenait en milieu de séquence. Là, il va intervenir en début de séquence, et le propos est
de donner des petites boîtes dans lesquelles on a des coccinelles qui sont sous forme de larves ou d'imago. Et évidemment, les élèves ne connaissent, en majorité, ne connaissent pas euh, cette, cette forme. Et donc, l'idée, c'est de savoir, c'est pour eux d'émettre des hypothèses, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cet être vivant peut être? Et il y a un lien fort avec les parents, puisque ça se passe au moment de l'accueil et que les parents peuvent aussi émettre leurs hypothèses avec leurs enfants. Et puis ensuite, le coin science est là pour aider les élèves euh, à comprendre ce qu'est cet être vivant et quel est son cycle de vie. Voilà, avec tout un tas d'apports que sont des documentaires ou des frises qu'on doit remettre dans l'ordre, etc. Évidemment, comme ils ont l'élevage de coccinelles, ils s'aperçoivent à un moment que le cycle s'effectue de façon complète jusqu'à la coccinelle. On peut avoir d'autres types de coins, comme par exemple un coin équilibre. Et là, je vous ai mis deux photos juste pour que vous vous rendiez compte du type de matériel qu'on pourrait avoir pour s'en servir. On peut avoir des coins sur les aimants, comme c'est le cas ici. Donc, trois photos pour vous montrer que le matériel peut différer à certains moments du coin. Tout ça pour vous dire que les coins sciences peuvent être divers et variés. On peut y mettre le matériel qu'on veut. Je vous ai donné un exemple un peu plus complet de matériel qu'on pourrait utiliser pour un coin corps humain. Pareil, un coin électricité ou un coin ombre et lumière. Et tout ça pour dire finalement qu'un coin science, c'est intéressant parce qu'on peut avoir des intentions diverses dans son utilisation. La première des utilisations qu'on peut avoir, c'est de l'avoir comme situation déclenchante, comme on l'a vu pour les coccinelles. Dans ce cas-là, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de prévoir une phase de découverte libre. Souvenez-vous, euh, on a dit au début que les élèves avaient un fort besoin d'éprouver les choses de manière sensible. Et avant de pouvoir étudier les objets, la matière de façon distanciée, il faut qu'ils puissent les éprouver. Donc, le coin science organisé comme situation déclenchante permet d'avoir une phase de découverte libre qui n'est pas dirigée et les élèves peuvent expérimenter, manipuler et commencer à avoir des premières questions qui sont peut-être pas formulées implicites, mais qui les aideront ensuite dans une démarche un peu plus structurée. Ensuite, un coin science, on a vu, ça peut être un lieu d'investigation, soit le coin lui-même, soit dans un autre endroit, comme on a vu en salle de motricité. Mais là, c'est l'enseignante qui prend la main et qui commence à diriger l'activité en la structurant à la manière d'une démarche scientifique. Et puis, vous avez le coin science qui peut être utilisé comme lieu de réinvestissement, et c'est très précieux pour deux choses. D'abord, ça vous permet d'évaluer de façon formative ou sommative, ça c'est à vous de voir, les élèves. Souvent, quand ils vont dans les coins sciences comme lieu de réinvestissement pour refaire des expériences qu'ils ont déjà faites, pour refaire des activités qu'ils ont déjà menées, vous les entendez discuter entre eux et finalement, c'est des informations précieuses parce que vous vous rendez compte du niveau de connaissances qu'ils ont acquis par rapport à ce que vous étiez fixé. Et puis, il y a un vecteur important en lieu de réinvestissement, c'est le plaisir de faire et de refaire une fois qu'on a compris quelque chose, de pouvoir réinvestir les objets, la matière, etc. Donc ça, c'était un petit chapitre qui concerne les coins sciences et qui sont vraiment un vecteur important d'apprentissage pour les élèves de cet âge-là. Je conseillerais même de les utiliser en cycle 2, voire en cycle 3, avec des intentions un petit peu différentes, mais je pense que c'est un dispositif intéressant. Je vais vous présenter maintenant le tutoriel, donc je vais changer d'écran. Alors, normalement, vous voyez mon écran et vous devriez voir la page d'accueil de la plateforme Lama.
Donc là, je vais vous présenter le tutoriel. Donc, on a deux instances informatiques à la main à la pâte. On a le site sur lequel vous retrouvez les séquences pour la classe de façon grossière. On a plus de ressources que ça, mais c'est ce qu'il faut retenir en majorité du site La Main à la Pâte. Et on a une autre instance qui est la plateforme, la map, sur laquelle vous êtes là, en ce moment par écran interposé, sur laquelle on dépose des tutoriels. Alors, qu'est-ce qu'un tutoriel? Un tutoriel, c'est un petit parcours qui permet de préparer sa classe de manière un petit peu plus active. En général, vous allez y trouver, quand on traite de thématiques scientifiques, vous allez trouver une ressource clé en main qui concerne cette thématique scientifique. Par exemple, je lance un thème, je grandis, ou la croissance chez les petits. Vous allez trouver une séquence clé en main, comme vous avez l'habitude de trouver sur Internet. Et puis, vous allez trouver tout un tas d'étapes qui accompagnent la prise en main de cette séquence, notamment des petites mises en situation qui vont vous familiariser avec du matériel, des éclairages scientifiques qui vous aident à mettre à jour vos connaissances s'il le faut, et vous allez avoir une tuile importante qui s'appelle Du côté de la classe, qui vous montre des vidéos de classe de profs qui font avec leurs élèves, ou alors des témoignages d'enseignants qui ont déjà mis en œuvre la séquence. Et puis vous allez trouver un autre type de tutoriel qui concerne la démarche d'investigation, donc plus l'enseignement des sciences de façon générale. Et c'est dans cette catégorie que se trouve le tutoriel que je veux vous présenter, qui s'appelle Enseigner les sciences à l'école maternelle et au CP, cycle 1 et 2. Quand vous entrez dans les tutoriels, vous avez toujours un petit volet descriptif qui vous donne le résumé du tutoriel, les objectifs visés et le déroulement du tutoriel. Donc là, les objectifs visés de ce tutoriel, c'est d'aborder la structuration progressive d'une démarche scientifique de la petite section à la classe de CP, appréhender la spécificité de la petite section dans ce type d'enseignement, dont je vous parlais tout à l'heure, comprendre le rôle clé de l'observation et de l'aménagement d'un coin science dans l'acquisition des premières compétences et connaissances scientifiques des élèves. Et puis, tous nos tutoriels proposent un partage d'expériences de classe. Donc, un des objectifs, c'est de mettre en œuvre quelques séances de sciences avec ses élèves et de le partager avec les collègues qui suivraient le tutoriel. Et ça, je vous montrerai comment. Donc, ce tutoriel est un petit peu plus conséquent que les autres. On l'a indiqué de manière indicative, on donne une durée qui est de 1h30 à 2h. Et donc, quand vous entrez dans le tutoriel, il faut cliquer sur Suivre le tutoriel et vous allez arriver à la page d'accueil du tutoriel. Et je vais juste changer de rôle pour que vous voyez exactement ce que vous verrez en tant que participant du tutoriel. Voilà. Frédéric, Oui. excuse-moi, est-ce qu'il faut signifier aux participants qu'il faut créer un compte? Oui, tu fais très bien de le dire, Marie-Lise. Pour avoir accès au tutoriel, il faut se créer un compte avec l'adresse de votre choix. Sur la plateforme, c'est simple, c'est très rapide. Une fois que le compte est créé, vous pouvez vous pouvez suivre n'importe quel tutoriel de la plateforme. Merci Maryse. Donc la page d'accueil reprend les objectifs. En nota bene, vous trouvez ce que je vous ai dit en début. Quand on parle d'enseignement des sciences, on parle de deux domaines essentiellement en maternelle: se repérer dans l'espace et le temps, explorer le monde du vivant, des objets et de la matière. Et en cycle 2, évidemment, au domaine questionner le monde. Vous allez trouver une petite mise en situation qui est basée, comme pour les autres tutoriels de la démarche d'investigation, sur des analyses vidéo. Donc, dans cette mise en situation, ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps de télécharger une schématisation de la démarche d'investigation. On emploie, nous, indifféremment démarche d'investigation ou démarche scientifique employée avec les élèves, ou enseignement des sciences fondées sur l'investigation. Donc, vous me verrez dire ces différents termes, c'est la même chose pour nous. Donc, on a une schématisation de la démarche d'investigation qui est assez classique, que vous connaissez peut-être.
en différentes étapes. Premièrement, j'ai une situation qui me fait poser une question, un problème émerge, je commence à donner mon avis, donc des prédictions, des hypothèses. Ensuite, en 3, je vais, pour répondre à cette question et valider mes hypothèses ou non, je vais mettre en œuvre une série d'activités qui vont faire appel à l'expérimentation, à la modélisation, au tâtonnement expérimental, à l'observation, à la recherche documentaire. Je vais analyser les résultats et je vais conclure et revenir sur mes hypothèses de départ. Et ensuite, je vais confronter tout cela au savoir établi pour valider définitivement les connaissances qui auront été mises en évidence via cette démarche scientifique. Et ensuite, il y a tout un travail évidemment de réinvestissement de ces connaissances pour qu'elles s'ancrent. Donc ça, c'est un schéma de la démarche qu'on vous demande de télécharger parce qu'on va vous demander d'analyser 3 vidéos différentes à l'aune de cette démarche et des étapes qui sont citées. Donc l'idée, c'est que vous allez visionner 2 vidéos dans un premier temps qui portent sur 2 thématiques différentes et qui sont en classe de moyenne section et de grande section CP. La première qui concerne la thématique des vers de terre, où vous verrez des élèves qui se sont posé une question parce qu'ils mettent en œuvre un jardin dans leur école et ils se sont demandé si les vers de terre allaient manger les graines qu'ils allaient planter. Et du coup, ils imaginent avec leur enseignante un protocole pour pouvoir répondre à cette question et ils mettent dans une barquette 10 grains de blé et 10 vers de terre qu'ils laissent pendant 15 jours et qu'ils retrouvent au bout d'une quinzaine. Bien sûr, ils observent pendant la quinzaine ce qui se passe et au bout d'une quinzaine, ils font le point sur ce qui se passe. Ils récupèrent 10 plantules, ils enlèvent la terre de la barquette et ils récupèrent leur vers de terre et ils concluent. Et donc, on demande aux participants de comparer la démarche d'investigation schématisée à cette proposition. La deuxième vidéo, elle porte sur les feuilles d'automne et là, c'est plutôt des élèves qui se déplacent, qui font une sortie sur le terrain et qui constatent qu'il y a des feuilles d'automne et ils se posent la question, mais que deviennent-elles, puisque au bout d'un moment, ces feuilles d'automne au sol, on les voit plus. Et donc, ils imaginent tout un tas d'hypothèses ou de prédictions qu'ils mettent à l'épreuve, et ensuite ils concluent. Donc ça, c'est la première partie. Dans cette première partie, on se rend compte que donc là, ce qui est proposé, c'est visionner les vidéos, noter ces analyses, et à la fin, nous, on commente les 2 vidéos à l'aune de la schématisation et on voit comment la proposition dans ces 2 vidéos correspond plus ou moins au suivi de ce schéma d'investigation. Ensuite, on vous propose de regarder une vidéo qui concerne les petites sections. Et on vous demande de vous appuyer sur le même schéma pour analyser la séance vidéo qui est proposée. La problématique, c'est qu'en petite section, on ne peut pas avoir une démarche aussi structurée. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une rupture et de comprendre en quoi on peut quand même commencer à avoir un enseignement des sciences avec les petites sections sans avoir une démarche aussi structurée. Donc là, la situation, c'est une prof qui travaille sur les miroirs et sur des objets qu'on trouve plutôt dans la cuisine, donc les casseroles, les cuillères, etc. Et elle demande en fait à ses élèves, c'est plutôt une activité d'exploration et qui est très en lien avec le lexique et les structures langagières, de déterminer quels sont les objets dans lesquels on peut se voir et dans lesquels on ne se voit pas. Et donc il y a tout un travail autour de la matière. Par exemple, elle parle d'objets en bois, d'objets en métal, etc. Et tout un travail autour de cette notion scientifique qui est la réflexion, sans que ça soit dit aux élèves, évidemment, de cette manière-là. Et à la fin, en fait, ils sont juste capables de faire un classement ou un tri dichotomique d'objets dans lesquels on peut se voir et dans lesquels on ne se voit pas. Voilà pour cette partie. Ensuite, vous allez trouver un éclairage pédagogique
en 3 parties. Premièrement, c'est une vidéo de Viviane Bouis qui retrace bien l'évolution des compétences des élèves du cycle 1 au cycle 3, notamment au cycle 1, l'action permet de dire, le faire permet de progresser au niveau du lexique et des structures langagières, alors qu'au cycle 3, on a presque une inversion, c'est-à-dire que le langage est capable de projeter des actions qu'on va faire dans le futur. Je vous conseille vraiment cette vidéo qui résume bien la progression qu'on peut avoir avec les élèves du cycle 1 au cycle 3. Ensuite, on a une tuile qui est consacrée à l'observation, parce que pour nous, c'est une compétence clé dans l'enseignement des sciences. Observer en sciences, c'est primordial. C'est de là qu'on va commencer à tirer des premières questions, même si elles sont implicites, et des premières interrogations. Et c'est ça qui va exciter un petit peu notre curiosité et l'envie d'aller plus loin. C'est vraiment une compétence qu'il faut travailler avec les élèves. Là, on donne un exemple d'une classe qui travaille sur la petite faune d'un milieu proche de l'école. Donc, ils vont en sortir dans un petit parc, une petite forêt, et ils vont observer cette faune à l'aide d'un spécialiste et de leur enseignante. Donc sur place, ils commencent à décrire et ensuite ils ramènent quelques prélèvements. Ils vont pouvoir observer en classe grâce à des loupes les petites bêtes qu'ils ont ramenées et surtout ils commencent à les dessiner. Donc on voit toute une progression notamment. Donc l'activité là, c'est simplement regarder cette vidéo et puis ensuite voir un petit peu les différentes étapes qui permettent aux élèves d'affiner leurs observations. Vous avez, si vous cliquez là, vous avez une vidéo qui permet de répondre à cette question. Par exemple, je vais la lancer pour vous montrer. Vous n'allez pas avoir de son, mais ça n'a aucune importance. Voilà, ce qui est important de voir là, c'est l'image n'est pas très bonne, mais c'est les 4 étapes. Donc, il y a une étape d'observation sur site, une étape de retour à l'école où on observe grâce à des outils comme la loupe et on fait un dessin d'observation individuelle. Et une étape 3 qui est très intéressante, c'est l'analyse des dessins d'observation collective. Grâce à un vidéoprojecteur, la prof projette les dessins et les élèves discutent de la bonne adéquation entre le dessin et la petite bête qui est représentée. Et c'est là qu'on commence à affiner, les observations, 2, à acquérir du vocabulaire, puisque pour parler des différentes parties de la petite bête, il faut bien acquérir du vocabulaire. Et 3, on a des allers-retours entre ces premiers dessins d'observation et des dessins qui suivent pour améliorer les représentations. Et le 4, c'est très intéressant parce qu'une fois que ces compétences d'observation sont acquises et le vocabulaire lié est acquis, on peut réinvestir ces compétences, notamment pour classer les êtres vivants en utilisant les caractères et les critères de classification qui ont été appris, notamment le nombre de pattes ou les 3 parties, par exemple, des insectes, thorax, abdomen et tête, qui sont réinvestis. Je vous invite à regarder cette vidéo qui est aussi très intéressante et puis à regarder les autres vidéos qui traitent notamment de la manière dont l'écrit participe à ces acquisitions. En l'occurrence, ici, il s'agit du dessin d'observation. Et puis, Frédéric, si je peux, oui, excuse-moi, intervenir, je trouve que c'est très très important d'insister sur le dessin d'observation, même dès la petite section, parce que ça nous permet à nous, enseignants aussi, d'évaluer un petit peu la représentation des élèves et de pouvoir justement l'améliorer en confrontant les dessins à la réalité. Et souvent, les premiers dessins, ben, on voit que les enfants, par exemple, dessinent un insecte avec des gros yeux d'humain, et petit à petit, ils vont changer effectivement leur point de vue. Et moi, je trouve que ces dessins d'observation, c'est vraiment primordial. ouais, tout à fait. Dans toutes les activités, c'est vrai, Marie-Lise, tu as raison, dans toutes les activités. Si vous travaillez sur ombre et lumière, les représentations sont primordiales. Les élèves de maternelle ou même de CP vont commencer à vous mettre à dessiner des ombres qui vont être détachées des corps. Donc, il y a tout un travail intéressant qui est à faire au niveau du vocabulaire, mais aussi au niveau de l'orientation, du repérage dans l'espace, de la connexion
entre l'objet et son ombre. Donc, faire représenter, vraiment, je te rejoins Marie-Lise, ça aide à comprendre déjà ce que comprennent les élèves et surtout à pouvoir les aider à améliorer leur connaissance. Et puis la dernière brique concerne les consciences en classe dont on a déjà parlé. Là, vous trouverez le témoignage d'une enseignante, Estelle Femme, enseignante en maternelle en grande section. Et le témoignage est fait à l'aide de photos et de commentaires qu'elle fait. Donc vous avez l'exemple d'utilisation d'un conscience, c'est l'élevage de coccinelle plus les articulations du corps humain. Et ensuite, on vous parle des modalités flexibles qu'on a déjà évoquées ensemble, de l'intérêt d'un espace science, notamment elle revient elle, sur le côté évaluation formative et d'entendre ses élèves parler et utiliser les bons termes euh, euh, qui sont en lien avec les ateliers qu'elle a menés. Et notamment, elle fait un, un petit focus sur le fait que des élèves mutiques qu'elle entend très peu s'expriment facilement, évidemment, avec leurs camarades au coin science. Voilà. Et pour la dernière tuile, on bascule dans les ressources clés en main. Là, vous retrouverez les documents de synthèse qui concernent les analyses des vidéos qui ont été faites lors de la mise en situation. Et notamment, vous retrouverez pour les vers de terre et les feuilles d'automne l'ensemble des commentaires qui concernent l'adéquation des étapes qu'on voit dans les vidéos et la schématisation de la démarche d'investigation. Donc là, vous avez les verbatims. Si vous voulez vous y référer, vous pouvez le faire. Et de même, pour ce qui concerne l'observation, vous avez le verbatim des différentes étapes par lesquelles passent les élèves pour pouvoir construire et affiner leurs observations. Et pour compléter tout ça, vous avez des séquences exclusivement consacrées au cycle 1. Et si vous cliquez ici, vous basculez sur notre site, sur le site de La main à la pâte, dans une rubrique qui est qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le programme cliquable. C'est-à-dire que pour le cycle 1, en fonction des deux grands domaines dont on a parlé tout à l'heure, se repérer dans l'espace et le temps, et explorer le monde du vivant, des objets, de la matière, vous avez les notions qui sont énoncées dans le programme et des séquences de classes qui sont corrélées à ces différentes thématiques et des ressources complémentaires le cas échéant. Voilà. Donc, si vous cherchez des séquences sur les différentes thématiques du programme, vous pouvez vous référer à cette page ou entrer par le tutoriel si vous ne savez plus comment trouver cette page. Ensuite, vous avez deux outils qui sont plus généraux. Le premier, ces deux outils concernent des outils de référence qui prolongent en fait les schématisations et qui énoncent des gestes professionnels qui sont en lien avec les différentes étapes de la démarche d'investigation, c'est-à-dire comment mettre en œuvre les différentes étapes de façon un petit peu nuancée, avec différentes propositions. Et vous avez l'équivalent en termes de compétences élèves liées aux différentes étapes de la démarche. Mais ça, je n'entre pas trop dans le détail. Si vous êtes intéressé, vous pourrez y revenir. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de ce tutoriel. On est à peu près dans les temps que j'avais prévus, donc on peut avoir 25 minutes d'échange entre nous, de questions, d'interventions de votre part. Alors du coup, Frédéric, je me permets juste de poser une question qui est dans le chat depuis un certain temps, mais je voulais pas vous couper. C'est Hélène qui nous dit, oui, mais comment faire avec un triple niveau à 30? Et je la pose du coup à vous trois. Alors, qui veut répondre? Qui se lance? Sachant qu'on n'a qu'une seule classe de maternelle dans cette école et que donc on peut pas décloisonner. Voilà, il y avait une suite, excusez-moi, Hélène. Voilà. Moi, je veux bien apporter un tout petit élément de réponse. C'est vrai que c'est compliqué, effectivement, de travailler avec 30 élèves, ça on le sait tous, hein. Après, la souplesse de la maternelle, c'est qu'on peut travailler en atelier.
Donc, il faut, et avec les plus petits en particulier, bon, il faut que ça soit des moments où ce sont des petits groupes. Donc, c'est vrai qu'on peut prendre pour une séance particulière, on peut prendre un petit groupe. Et quand je pense au dessin d'observation, la séance ne va pas forcément durer une demi-heure chez les plus petits. Mais on peut les installer effectivement pour dire, bon, là, eh ben, on va essayer, vous allez essayer de dessiner ce que vous voyez réellement. Et bon, ça va pas durer très très longtemps. Et puis de commenter éventuellement avec eux. Alors c'est vrai qu'il faut que les autres soit avec la TSEM, soit en autonomie, c'est évident. Ou alors on les laisse faire et puis on n'est pas loin en fonction des niveaux. Là, on est obligé. Ou alors ils peuvent être mélangés aussi. Ça peut être très intéressant que les plus petits voient ce que font les grands ou ce que font les moyens. Voilà, mais bon, on peut surtout travailler effectivement en atelier avec des petits groupes, me semble-t-il. Laurence, tu veux compléter, toi, qui as l'expérience du multiniveau? Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, très bien. oui, en multiniveau, moi, je faisais des équipes mélangées, en fait, où les petits, les moyens, les grands travaillaient ensemble. Et je les faisais fonctionner par atelier. Donc, en effet, ils passaient comme ça chacun en atelier. Même à 30, c'est vrai que 30 c'est vraiment beaucoup et c'est difficile. Mais lorsque les niveaux sont mélangés, c'est plus simple. Ou alors, je pensais sur un temps d'accueil où les enfants arrivent par petits groupes. Je ne sais pas nous, ils arrivent dans la classe, donc ils arrivent de manière échelonnée et ça permettait de faire un temps un peu plus individualisé avec trois, quatre enfants et les autres qui viennent se greffer au fur et à mesure. Donc, ça permettait de pouvoir au moins faire des sciences de manière plus simple en plus petits groupes. Mais sinon, par atelier en multi-âge, ça marche bien. Mais faire dessiner des petites sections, c'est possible sur des choses très simples, en fait. Et je sais qu'il y a, moi, j'intégrais aussi des élèves de l'ULIS. Et les élèves de l'ULIS, ils étaient très, très accrocheurs de ce genre de situation. J'avais coupé mon micro, désolé. Ce que je pense, c'est que vous pouvez avoir. Là, je réponds plus à la question du nombre et du multiniveau, hein. Mais de façon générale, c'est avoir des objectifs qui soient différenciés pour les différents niveaux. C'est-à-dire les petites sections, euh, vous n'êtes pas obligé. C'est vrai qu'au début, scripteur, dessiner, être précis, même faire un bonhomme, c'est quand même un monde pour eux. Donc, c'est pas forcément l'objectif premier. Mm. Pour eux, vous allez plutôt avoir l'objectif premier d'enrichir leur lexique, de les faire parler, donc d'enrichir aussi leur structure langagière, et ce, en lien avec des objets, de la matière que vous aurez sélectionnés pour pouvoir leur permettre de constituer un premier capital d'expérience sur lequel pourra se baser les enseignants de moyenne section et de grande section, voire plus tard en CP. C'est plutôt ça l'idée qu'il faut garder en tête. Et au fur et à mesure qu'ils améliorent leur habilité à pouvoir tracer et écrire, bah, vous pouvez, ceux qui y arrivent, leur demander d'aller un petit peu plus loin. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire dans la gradation. Soyez pas trop exigeant et peut-être trop ambitieux pour les petits, si ce n'est de vous dire, par exemple, on avait l'exemple des miroirs, mais ça pourrait être sur l'eau, ou sur la matière granulaire, on manipule du sable, qu'est-ce que ça fait? On peut le mettre dans un objet, mais ça coule, etc. Donc, on est plus là-dedans avec les petites sections et de pouvoir ensuite faire un petit peu un tri dichotomique avec cet ensemble possède quelque chose, cet ensemble ne le possède pas, qu'autre chose. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les faire remonter. Ouais, Frédéric, si je peux intervenir, s'il te plaît. Oui,
Ouais, Bien je sûr. voudrais répondre effectivement à ces questions de nombre dans la classe. Je crois que quand on parle du coin science, il faut qu'on parle aussi de l'aménagement de l'espace. Et c'est une vraie réflexion à avoir dans nos classes. On installe un coin science, mais pas que. C'est comment on réfléchit tout l'aménagement de son espace, de la classe, voire dans le couloir, voire de l'école, parce que ça peut être un projet d'équipe. Le deuxième point qui me semble important aussi, c'est la relation qu'on a avec les ATSEM qui sont présents dans la classe, parce qu'on a une vraie relation pédagogique aussi avec les collègues. Et qu'est-ce qui fait ou comment on passe des consignes, comment on donne des consignes, comment on les intègre à à de tels projets. Et puis, à essayer aussi, c'est le tutorat. Je l'ai vu fonctionner dans certaines classes. J'ai des collègues du 52 qui sont là. Le tutorat fonctionne vraiment très bien, grande section, petite section. On peut imaginer aussi ces temps-là pour pouvoir accompagner les élèves de petite section. Voilà. Donc, quand on pense les coins sciences ou quand on pense la science, j'ai vu tout ce qui était proposé dans le chat, là, voilà, toutes les questions qui étaient posées, c'est on n'est pas seul. Il faut qu'on se dise on n'est pas seul. Comment est-ce qu'on peut travailler en équipe? Comment est-ce qu'on travaille avec l'ATSEM et comment est-ce que les enfants peuvent travailler aussi ensemble? Oui, c'est un énorme problème, énorme quand on dispose d'aucun budget, je suis d'accord. Alors là, je vais vous dire quelque chose, Emma. Je vous invite à adhérer à la GEM et je ne sais pas si... Alors, je suis en conseil d'administration, je les excuse, voilà. Emma, vous pouvez rencontrer et aller voir ce que fait notre collègue Delia Gobert. Elle fonctionne quasiment sans budget aussi et elle a une vraie réflexion autour de l'aménagement des espaces. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour agrémenter ce que vous dites, Maryse, on a l'impression que c'est la mer à boire, les coins sciences, parce qu'on n'a pas le budget pour acheter le matériel. Or, déjà, eh ben, il faut que ça soit une proposition pour l'école. On achète tel type de matériel pour l'école. Si on peut avoir une salle science, alors là, c'est formidable, mais ce n'est pas toujours le cas. Et surtout, quelquefois, il y a vraiment un matériel de base, vraiment que l'on a tous les jours, je veux dire, ou à la maison, ou dans la classe, ou que l'on peut utiliser. Moi, j'ai utilisé bon, des vieilles seringues en plastique, enfin bon, et on peut utiliser tout un tas de choses, mais qui ne demandent pas d'argent, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça, c'est tout à fait faisable. Je me permets de revenir sur cette histoire de on est 30, 35 parfois malheureusement et c'est compliqué. Une des collègues a réagi en indiquant que bah, elle n'a pas de temps d'accueil avec un comme dans l'école Pajol justement où les élèves arrivent au fur et à mesure et l'enseignant est dans la salle de classe. Et moi du coup je me posais la question mais c'est une question tellement excusez-moi, c'est très naïf hein, en tant que professeur de collège, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer aussi, il y a la TSEM, mais il y a aussi des parents d'élèves qui peut-être potentiellement à certains moments pourraient être sollicités. Alors bien sûr, on sait bien pour récupérer du matériel, les familles sont parfois d'un grand secours quand on n'a pas de budget. Ça m'est arrivé au collège de solliciter les familles et ils nous font pas mal de récupération. Ça demande juste un petit peu d'anticipation. Mais je me posais la question, mais c'est très naïf, est-ce qu'on pourrait imaginer, bien sûr, après il faut savoir se dire quelle place on donne aux parents, hein, bien sûr, ça pose peut-être cette problématique-là, mais est-ce qu'on peut pas être aidé par d'autres adultes pour que ça devienne possible de faire des sciences, même si on est autant de petits, de moyens et de grandes sections? Je vous laisse répondre. Quelqu'un qui veut répondre à cette question? Bon, moi, je veux bien y répondre, hein, mais oui, oui, Fatima, c'est possible. Après, c'est un fonctionnement d'école à avoir. La problématique des parents est une problématique qui est toujours intéressante à traiter parce que plus on les fait entrer, plus on les fait participer à aux apprentissages de leurs enfants et plus c'est bénéfique pour les gamins et l'ensemble du système. Après, il y a des choses à régler et à bien les positionner parce que dans certaines dans certaines zones, ça peut poser ça peut poser des problèmes.
de conflits, mais une fois qu'ils sont bien positionnés, ça se fait. Voilà, enfin, j'ai rien d'autre à dire. C'est une bonne idée, il faut le faire quand on peut. Voilà, je vois que ça fuse un peu dans le chat au niveau du matériel, mais Moi, c'est si vrai que oui, Pardon, vas-y moi, Marie. si je peux juste dire qu'on peut, au niveau d'une école, par exemple, on peut, si on veut vraiment faire des sciences, même si les enseignants ne se sentent pas compétents, il faut qu'il y ait un vrai partage, il faut qu'il y ait une programmation. On peut faire une programmation d'école au niveau des sciences. Et ça, c'est très intéressant, parce que du coup, on va pouvoir toucher, le même enseignant ne va pas pouvoir toucher forcément à tous les domaines la même année. Donc, on va pouvoir toucher à plein de domaines. Et c'est intéressant de faire cette programmation parce qu'on va pouvoir, d'une année sur l'autre, on ne fera pas les mêmes choses, mais on va pouvoir rebondir sur ce qu'a fait la collègue aussi l'année d'avant, avec peut-être un cahier de sciences qui suivent sur les 3 ans. Il peut y avoir aussi des ateliers, on peut acheter du matériel pour toute l'école, parce que nous, c'est ce qu'on a vu fait dans notre école. Et puis, il peut y avoir, en fonction aussi des sujets traités, hein, et des notions à aborder, et il peut y avoir aussi des ateliers décloisonnés. L'après-midi, par exemple, quand les petits dorment, il est tout à fait possible de regrouper les moyens et les grands pour avoir justement des groupes beaucoup plus légers. Et du coup, tout le personnel est impliqué dans les ateliers de sciences dans un temps limité avec les ATSEM. Et là, elles ont effectivement un rôle et on leur propose du coup de faire un atelier qui soit peut-être un peu moins compliqué pédagogiquement que les autres. Voilà, donc on peut trouver des solutions de partage aussi qui peuvent être très intéressantes pour la cohésion de l'équipe. Ouais, d'ailleurs, ce que tu dis, Marie-Lise, me fait penser, tu as parlé de cahier de sciences. Dans l'une des vidéos, notamment les vers de terre, on voit l'utilisation qu'en fait l'enseignante et comment, avec des moyennes sections, elle est déjà dans le traitement d'un écrit qui est cohérent avec la démarche scientifique. Comment on garde une trace, comment on se positionne, comment on conclut, etc. Et du coup, pour structurer cette démarche, cette enseignante, elle fait appel à des pictogrammes qui permettent aux élèves de se repérer dans les différentes étapes de la démarche. J'émets des hypothèses ou des prédictions, là je fais une expérience, là je conclus. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant d'avoir en tête et de décliner par rapport à la schématisation un petit peu formelle dont je vous parlais au début de la démarche d'investigation. Il est possible d'en avoir une beaucoup plus adaptée aux élèves de maternelle sous forme de pictogrammes pour qu'ils commencent à s'habituer à ce type de démarche qu'ils retrouveront plus tard. Et ça rejoint ce que tu disais, Marie-Lise, la construction un peu progressive d'équipes, voire intercycles, ce qu'ils retrouveront plus tard aussi. Ce ce que je Alors, voudrais dire, c'est que la démarche, elle n'est pas forcément non plus complètement linéaire comme elle est décrite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'allées et venues entre l'observation, les conceptions initiales, les comptes rendus, les validations. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup d'allées et venues. Et, euh, et du coup, il faut avoir une certaine souplesse malgré tout. ouais, Laisser venir le questionnement des élèves, ce n'est pas du tout rigide. Et en plus, il y a quand même la langue qui intervient énormément en sciences. Quand on fait des comptes rendus, des dictées à l'adulte, quand on écrit, quand on est capable d'écrire, de légender les dessins, par exemple, il y a énormément, c'est vraiment des projets qui peuvent être interdisciplinaires. Et ça, c'est quand même passionnant et ça motive énormément les élèves. Laurence, tu voulais intervenir? Oui, je voulais intervenir justement parce qu'on avait réfléchi à l'école au problème du matériel, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de moyens. Et on a remarqué qu'en fait, dans chaque classe, il y avait du matériel scientifique. Et on a essayé de le mutualiser. Du coup, on a créé un coin science dans l'école. Donc, ce qui permet, alors une petite organisation, on doit s'inscrire, si on prend quelque chose comme ça, si on a besoin, on peut aller le chercher dans la classe qui l'a emprunté. Mais du coup, maintenant, notre conscience, il est très bien achalandé. Et ensuite, sur les commandes, on se garde un budget sur nos commandes de global pour que justement,
au moment où on passe les commandes, il y a, on renouvelle le matériel en sciences. Par exemple, on a tout un système d'engrenage, on a pris une serre aux papillons, on a du matériel pour des fourmis, et tout ça, en fait, on l'a pris sur les commandes de février, là. Ensuite, concernant le matériel, il y a aussi beaucoup de choses en récup, comme tu disais, Marie-Lise, sur des seringues, des choses comme ça. Et pour revenir à ce que disait la collègue sur le nombre d'élèves, on, on a aussi essayé de faire diminuer ce groupe-là et on avait organisé dans plusieurs écoles où je suis passée, on a organisé ça, des échanges de savoir. C'est-à-dire que on apprenait des notions avec les élèves et ça partait de la petite section jusqu'au CM2 parce qu'on est en école à Pajol, on est polyvalente. Et du coup, les élèves devaient apprendre à d'autres élèves. Du coup, ils s'organisaient pour construire des séances de sciences, aussi bien avec les petits que les moyens et les grands, et qui devaient expliquer leur atelier ensuite à des plus grands. Et, et ils allaient travailler dans le couloir, en effet. Et il y avait toute une organisation. Chaque classe passait les uns avec les autres et les petits, moyens, grands, les cycles 1 devaient aller apprendre à des cycles 3. Cycle 3 apprenait et chacun essayait de se mettre au même niveau. Ça permettait de faire des sciences d'une autre façon en sortant de la classe aussi. On a une autre. Merci, Laurence. Oui, Une oui, anecdote. Fatima. On a deux questions en fait qui sont dans le chat. On a une question de Francky qui nous demande comment choisir entre dessin, modelage et collage. Euh, Alors on peut répondre à ça. Ce sont des représentations différentes. Le dessin d'observation, c'est un dessin qu'on va dire scientifique, qui a des buts précis de représenter, on va dire, le plus fidèlement la réalité, et qui va permettre, en se référant à ce dessin, de pouvoir ensuite reconvoquer des notions scientifiques qui ont été découvertes via l'observation. Donc c'est vraiment un type d'écrit qui est très précis. Après, le modelage ou le 3D peut avoir toute sa place quand on parle, par exemple, de technologie, qu'on a besoin de comprendre, par exemple, Laurence citait le cas d'un mur. Si on construit un mur, c'est très bien de savoir le dessiner, mais c'est quand même mieux de savoir le manipuler en 3D et d'en avoir une représentation euh, qui correspond à la 3D. Mais du coup, ça n'a pas tout à fait la même valeur. C'est-à-dire que le fait de construire ou de modeler, ça peut avoir sa place complètement dans une démarche scientifique, mais ça n'a pas la même fonction que le dessin d'observation. Et le collage, par contre, là, je pense qu'on va plutôt du côté des arts visuels, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris l'histoire du collage. Ouais, Fatima, tu voulais peut-être tu avais une deuxième question, c'est ça? alors oui, non, c'est ce que je pensais que Marie-Lise allait rebondir sur le D'accord. collage parce que je sais qu'avec les petites sections, elle fait un travail sur le collage et que c'était tout un travail justement. Je me rappelle de l'activité chaussette. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai bugué là-dessus. Ok. Mais sinon, il y a une autre question effectivement que je poserai juste après. Si Marie-Lise veut réagir, hein. Mais Oui, effectivement, Frédéric a totalement raison. Le dessin d'observation en sciences, c'est un dessin spécifique, mais après, ça n'empêche pas. Moi, je me souviens avoir travaillé une année, bon, je vais donner cet exemple parce que je le connais bien, travailler sur les bateaux, on était sortis, on avait fait une visite d'un port, et du coup, on avait vu les différents types de bateaux. Et ensuite, c'était intéressant justement que les enfants puissent construire avec du matériel différent, puissent construire des bateaux. Là, c'était un peu un travail en technologie. Mais c'était intéressant aussi qu'ils puissent dessiner l'objet sur place, parce que là, c'était autre chose. C'était pas Moi, je leur disais toujours, c'est pas du dessin d'art que je vous demande, c'est du dessin de ce que vous voyez exactement. Et c'est ça vraiment la différence. Alors, pour faire le lien quand même avec
avec l'art, puisqu'on en a parlé, il y a 1000 pistes, et c'est ça qui est intéressant dans les projets sciences, parce qu'il y a énormément de fils à tirer entre les sciences, l'art. C'est pour ça que je dis que ce sont des projets interdisciplinaires. La langue, les maths, l'art, évidemment, il y a énormément de liens à tirer. Pour exemple, une année, on avait travaillé sur les libellules, enfin, sur la classification des animaux, et il y avait des libellules. Et je leur avais demandé, mais comment on peut traduire les ailes de libellule? Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme matériau pour pouvoir représenter cette transparence? Et on avait cherché ensemble quels étaient les matériaux dans la classe qu'on pouvait utiliser pour représenter les ailes de libellule. Et du coup, il y a tout un tas de pistes et c'est en ça que les projets scientifiques sont absolument passionnants. Et donc la question aussi, alors je suis navrée parce que je crois qu'on a tardé à répondre à cette question, c'était pour savoir si on avait des pistes autour de la démarche scientifique et l'école dehors. Je ne retrouve plus exactement la formulation, j'espère que j'ai quand Oui, même... oui, j'ai vu passer deux fois la question. Alors, je vais faire une réponse qui en n'est pas tout à fait une parce que je suis pas un spécialiste de l'école dehors, mais je voulais juste signaler à ce collègue que deux des trois vidéos qu'on a choisies font appel à une sortie en nature, en pleine nature. Donc, faire l'inventaire de la petite faune et puis aller travailler sur les feuilles d'automne ça se passe, le déclencheur se passe dehors. Donc, enfin, moi qui suis un fervent amateur des sciences en termes de botanique, d'astronomie, d'ornithologie, euh, évidemment que les sciences sont complètement connectées à un environnement qui peut se passer dehors, dans des forêts, dans des parcs, etc. Donc, je pense que les sciences, c'est peut-être la discipline qui se prête le plus à pratiquer l'école dehors. Je ne sais pas Et, si vous Oui, avez oui, des et expériences. c'est vrai que, bon, moi j'étais dans un environnement absolument génial parce que j'avais un bois derrière. Sortir dans le bois au fil des saisons, plusieurs fois dans la saison, apporter le matériel qu'il faut, une tablette avec un crayon attaché par exemple, pour dessiner sur place, pour sentir les écorces des arbres. Vraiment, ça c'est absolument superbe parce que les enfants font aussi travailler leurs cinq sens, hein. Tout le monde sensoriel là est sollicité. Et l'école dehors, on en parle actuellement beaucoup, mais je veux dire, on l'a pratiquée quand même depuis longtemps. Quand on fait des séances, on est obligé de pratiquer cette école dehors. Ça, c'est évident. Euh, À ma connaissance, on a fait le tour des questions. Alors, il y a eu beaucoup de partage entre collègues hein, dans le chat, de mise en contact, et c'est formidable parce que du coup, effectivement, l'idée, c'est vraiment de partager et d'échanger au maximum. Et je voudrais juste, si je peux me permettre de parler une minute, juste revenir sur les problématiques liées au mobilier, à l'espace. Effectivement, on sait qu'en France, on est loin d'être aussi avancé que dans d'autres pays sur la manière dont on pense l'espace scolaire et la manière dont on pourrait et donc on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. Effectivement, on est conscient, mais on sait bien que si on repense l'espace scolaire, on peut aussi repenser sa pédagogie. Et d'ailleurs, il y a tout un tas d'enseignants, notamment dans le second degré, qui réfléchissent beaucoup à ces questions-là. Mais j'imagine que c'est pareil dans le premier degré. Voilà. il y a juste une petite question avant de se quitter sur l'érosion ou le déclin de la biodiversité. Nous, ce qu'on aime bien transmettre quand même aux élèves, c'est d'abord quand même évidemment, il y a des enjeux de société. Évidemment qu'on va parler d'environnement, de questions écologiques, etc. Mais d'abord, notamment en cycle 1, cycle 2, avant de les confronter à ce type de questions de façon prégnante, on aime bien qu'ils acquièrent des notions de science, parce que finalement, pour comprendre ce qu'est l'érosion de la biodiversité, il faut aborder la biodiversité. Et c'est quand même mieux d'aborder la biodiversité par le côté émerveillement, connaissance de ce monde, par exemple de la faune cachée, de la faune du sol, etc., ou voir de la faune, par exemple les oiseaux, etc. Et une fois qu'on
qu'on a assis un petit peu ces notions qui sont un peu complexes, hein. La biodiversité, c'est vraiment complexe. On peut parler des actions qu'on peut mener pour essayer de la conserver parce qu'il y a des actions un peu néfastes. Voilà, donc nous, c'est un peu notre positionnement à la main à la pâte, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des thématiques traitées avec les grands cycles 3 et cycle 4 sur l'érosion de la biodiversité et des actions qu'on pourrait mener, mais de façon un peu positive, c'est-à-dire des actions concrètes et qui sont réalisables par les élèves dans leur environnement, sur leur établissement, etc. Voilà, on essaye de ne pas les éloigner trop des choses qui sont dynamisantes et qui sont quand même porteuses. Peut-être avant de se quitter, en 2 minutes, je voulais juste vous rappeler ceci qui me paraît assez important. Donc je repartage mon écran et on va se quitter là-dessus. C'est que donc normalement vous voyez mon diaporama. Je voulais vous rappeler quelques points essentiels qui me semblent importants pour la maternelle. C'est que on a la chance en maternelle de pouvoir s'appuyer sur le savoir-faire des enseignants de l'école maternelle parce que les enseignants de l'école maternelle savent pertinemment proposer des activités qui sont fortement basées sur l'expérience sensible. Les élèves, vous vous souvenez, ont un fort besoin d'éprouver et ça, en maternelle, vous savez bien le faire. Et vous savez aussi très bien corréler et lier ces activités à l'enrichissement du lexique et des structures langagières. Euh, Ce qu'il faut peut-être retenir du message que j'avais envie de vous faire passer, qu'on avait envie de vous faire passer, c'est que on peut structurer les activités de sciences à la manière de démarches scientifiques. Mais ça fait appel à la maturité des élèves et on peut commencer à le faire en milieu de moyenne section selon l'âge des élèves et à coup sûr, en grande section, on peut avoir une démarche un peu plus structurée et un peu plus corrélée aux démarches scientifiques. Par contre, il faut garder à l'esprit, ça je vous l'ai dit plusieurs fois, la place particulière de la petite section et ne pas aller trop vite et satisfaire aux besoins des élèves de petite section, notamment qui ont besoin d'éprouver et d'enrichir leur capital d'expérience et également le lexique et les structures langagières. Les petits points d'attention pour les enseignants, c'est que lorsque vous menez des activités qui sont en lien avec les sciences, donc dans les 2 domaines maternels qu'on a déjà cités, c'est de bien repérer les notions scientifiques que ça permet d'acquérir aux élèves. Donc ça, vous pouvez vous aider des ressources dont je vous ai parlé, qui se trouvent sur notre site. Et puis, ça vous demande de vous familiariser avec cette démarche scientifique pour pouvoir aussi la rendre un peu signifiante à vos élèves ou, à minima, vous pouvoir la structurer avec eux, même si, quand ils sont trop jeunes, vous ne leur renvoyez pas le fait de mémoriser les étapes de cette démarche. Et ça, vous pouvez vous aller sur notre site, sur la plateforme notamment, pour voir un petit peu les documents qu'on vous propose pour acquérir tout cela. Voilà, je voulais vous remercier d'avoir assisté à ce séminaire en nombre. Je crois qu'on a battu un record dans l'histoire de nos webinaires, même si cette histoire est assez jeune. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser par d'autres vecteurs. Notamment, il y a beaucoup de formateurs qui se sont signalés dans le chat et qui sont d'excellents relais, voire des réseaux locaux comme les Maisons pour la Science ou les centres pilotes. Merci particulièrement à Laurence, à Marie-Lise et à Maryse pour avoir aidé à organiser ce webinaire. Merci. Bon courage à tous. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Au revoir à tous. À Au bientôt. revoir.